Bonjour à tous. Le Covid est révélateur des forces et faiblesses des économies, des marchés, les banques centrales, les gouvernements interviennent. Comment traverser cette crise sanitaire lorsqu'on est investi sur ces marchés? Eh bien, il faut se tourner vers un spécialiste. C'est le cas, nous sommes avec un expert, Nicolas Budin, responsable de la gestion action chez Myria AM. Nicolas Budin, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la gestion directe et c'est vrai que ce contexte économique est particulièrement difficile. Quel bilan faites-vous depuis le début de l'année ? Vous avez raison, encore une année particulière s'il en est, une année compliquée avec cette crise sanitaire que nous traversons, avec cette pandémie. Alors, comme on voit sur ce graphique, on a une année qui avait pourtant plutôt bien commencé, avec des marchés qui étaient bien disposés pour cette année. Et puis la crise et surtout le lockdown qui est arrivé à partir du mois de février-mars selon les pays en Europe, et un marché qui s'est vraiment effondré à partir de ce moment-là. Ensuite, on a vu une deuxième phase où le marché a commencé à se rassurer avec des prévisions de déconfinement et au cours de l'été, s'est redressé et remonté à des niveaux acceptables. Et ce qui est intéressant, je trouve, sur ce graphique, c'est de voir que les marchés ne se sont pas tous comportés de la même façon, les marchés actions dans le monde. Et là, on montre deux marchés majeurs qui sont le marché européen, qui nous concerne aujourd'hui, et le marché américain. Et on voit que le marché européen, a oscillé dans un canal qui est horizontal en l'occurrence, dans des marges de l'ordre de 5% simplement, entre ses plus hauts et ses plus bas, depuis le déconfinement, c'est-à-dire depuis mai-juin, jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on voit l'autre courbe, la courbe américaine, où là c'est le S&P 500, un marché qui s'est plutôt bien comporté, en tout cas qui est dans des territoires même positifs aujourd'hui. Alors quand on est épargnant, on a souvent ce dilemme. Est-ce que j'investis sur les valeurs de croissance? Est-ce que je joue la carte plutôt des actions value? Là, fallait pas se tromper. C'est quoi la bonne réponse alors, Nicolas? De jamais se tromper déjà, mais ce qui est étonnant, c'est que depuis plusieurs années, on a une surperformance des actions dites de croissance. On en parle régulièrement sur votre antenne et on essaie de repérer d'éventuels retournements de situation, changements de tendance. On en avait aperçu un l'année dernière qui a tout de suite été invalidé par le marché, les valeurs de croissance ayant repris un mouvement à la hausse supérieur à celui des valeurs value, c'est-à-dire décotées. Cette année, on a encore eu un faux départ, ce qui s'est avéré a posteriori être un faux départ. On le voit sur le graphique ici, on voit qu'à un moment, il y a eu une surperformance relative des valeurs décotées. Pareil, plus ou moins au moment du déconfinement, au moment où on a pu commencer à imaginer sortir de cette crise sanitaire toujours, et puis ça s'est invalidé assez rapidement avec, on le voit sur ce graphique, des valeurs de croissance qui sont reparties beaucoup plus fortement que les valeurs value et qui sont parties à la hausse, et un différentiel de performance qui est important puisque depuis le début de l'année, aujourd'hui, sur les marchés européens, les valeurs value sont de l'ordre de moins 30%, là où les valeurs de croissance, classifiées comme telles, sont en baisse de seulement, si je puis dire, 6%. Alors, beaucoup d'entreprises sont impactées par la crise sanitaire. Ça s'en ressent sur les bénéfices par action. On a vu les publications de résultats. Ça a quelles autres incidences sur les perspectives de bénéfices à venir ? Les bénéfices par action, les anticipations plutôt de croissance des bénéfices par action faites par le marché, par le consensus, sont évidemment dynamiques. Et là, on voit, j'ai voulu montrer ce graphique avec un petit peu de recul, je crois qu'il remonte à 2015, où on voit que depuis 2015, bon an mal an, si je puis dire, les marchés ont anticipé une croissance des résultats et ils ont eu raison parce que l'économie était quand même une économie en croissance, même si elle était relativement faible. On voit cette très très forte baisse de ces anticipations de croissance des bénéfices par action. On le voit à partir du moment où il y a eu donc le confinement en Europe, et parce qu'il s'agit encore ici des marchés européens évidemment. Et puis il y a ce petit rebond en fin de période, toujours correspondant à la période de l'été et du déconfinement, et avec un espoir peut-être que l'économie reparte un petit peu. Aujourd'hui, c'est un point d'interrogation sur que va-t-il advenir. La branche sectorielle, ça donne quoi? Parce que tous les secteurs ne sont pas impactés exactement de la même manière. Il y a quelques survivants, si j'ose dire.
Oui, il y a des secteurs qui ont mieux tiré leur épingle du jeu que d'autres. Il y a d'abord, il faut voir. Il y a deux façons de voir les choses. Enfin, pas deux façons, mais il faut voir les choses de deux façons cumulées, associées. Et dans le travail d'investissement sur les marchés, il faut tenir compte de ce qui est anticipé par le marché et de ce qui va se produire. Donc, il est important, et on peut reparler peut-être un petit peu des anticipations bénéfices par action au niveau sectoriel. Il est important de voir qu'à ce niveau-là, il y a déjà des choses qui sont intégrées par le marché. Donc, si on donne quelques éléments, à aujourd'hui, le marché anticipe là on est en période de résultat du troisième trimestre. Pour le troisième trimestre 2020, par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, le marché anticipe globalement une baisse de quasiment 40%, pour donner des éléments de grandeur, de l'ensemble des bénéfices par action du marché. Je prends le Stoxx 600 en Europe. Mais il y a énormément de disparités au sein des secteurs qui composent l'indice. Et on a des anticipations de croissance des bénéfices, ou plutôt de décroissance des bénéfices, qui vont pour les marchés les plus impactés comme le pétrole. Donc là, on parle de moins quasiment 90%, moins 85%, quelque chose comme ça. L'industrie qui a également en très forte baisse de plus de 40%, voire 50%. Et de l'autre côté du spectre, on a des secteurs pour lesquels on anticipe une meilleure tenue. On peut penser à la pharma, au secteur de la pharma qui, dans un contexte de pandémie, de crise sanitaire, est un secteur plutôt qui tient bien et qui est plébiscité. On peut penser à la technologie, aux valeurs technologiques qui, même si c'est fragile, bénéficient d'une certaine manière du déconfinement et du besoin de technologie pour affronter cette crise, etc. Et ces secteurs-là sont dans des territoires négatifs, mais faiblement négatifs. Et ce que je veux dire par la combinaison des deux choses qu'il faut voir, c'est que il y a ces anticipations et il y a ce qui va se produire. Et là, actuellement, on est dans la phase des résultats du troisième trimestre. Les entreprises communiquent tous les jours sur leurs résultats et sur leurs perspectives. Donc, sur les résultats, les choses sont déjà intégrées pour certaines. Donc ce qu'il faut voir, c'est le rapport entre ce qu'elles sortent et ce qui était anticipé. Et donc on peut avoir des surprises et voir des valeurs pétrolières, comme c'est arrivé cette semaine, qui sortent des résultats qui sont évidemment en très fort recul, mais qui finalement au niveau boursier réagissent pas trop mal parce que les choses ont été déjà actées par le marché, tant au niveau des attentes qu'au niveau des performances de ces titres jusqu'à aujourd'hui. Et puis il faut faire très attention sur les valeurs qui ont bien performé, qui sont sur des secteurs qui ont très bien tenu, comme les valeurs technologiques, où là, et on a pu voir un accident la semaine dernière, où là, s'il y a une déception, la valorisation et les anticipations étant tellement élevées que le marché sanctionne très fortement. Globalement, il y a un soutien quand même des banques centrales, notamment de la BCE qui s'est exprimée, sa présidente, cette semaine, légèrement, si j'ose dire. Ça vous pousse à avoir quel choix de gestion ? Qu'est-ce qu'on fait sur le portefeuille ? Dans le contexte actuel, par rapport à ce que je viens de dire sur le rapport entre les anticipations et ce qu'il sort, et de voir comment le marché réagit, on est contraint, ou en tout cas on prend la décision d'être très prudent et de resserrer un peu les paris. On avait des positions qui étaient plus marquées en début d'année. On a essayé d'être dynamique au fur et à mesure des nouvelles qui nous arrivaient sur, en particulier, cette pandémie et la sortie qu'on peut espérer avoir. Aujourd'hui, on est malheureusement, on le voit bien, dans une phase à nouveau critique de cette pandémie. On a une période à court terme qui est encore assez incertaine avec le retour de confinement ici et là, et en particulier en Europe, peut-être comme avec le même décalage que la dernière fois, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Donc on a une gestion au niveau des actions et au niveau des secteurs qui est un petit peu resserrée, c'est-à-dire que on peut le voir sur nos positions sur un des fonds que l'on gère, qui est le fonds Europe, exposé à l'Europe. On a des préférences, vous voyez les valeurs, les secteurs de la technologie, de la santé, même des télécoms, qui sont sur lesquels on est légèrement
légèrement surpondéré, mais j'insiste sur le légèrement. Vous voyez, sur l'axe des abscisses, on parle de l'ordre de 2% par rapport à notre indice, donc c'est pas des choix majeurs. Et à l'inverse, des secteurs plus cycliques en tout cas, et puis plus risqués actuellement, et sur lesquels on est sous-exposé, mais pareil, de l'ordre au maximum de 2%, là, en tout cas actuellement sur notre portefeuille. Et je voudrais insister sur un autre secteur qui est l'industrie, que l'on voit ici. On est neutre dessus. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau et d'assez majeur, parce que c'est un secteur qui historiquement est plébiscité, parce qu'il offre beaucoup de thématiques et beaucoup de sociétés pour lesquelles il y a de l'intérêt, qui est en général donc très surpondéré, en tout cas chez nous. Là, on est revenu à un niveau neutre, ce qui est rare, et qui s'explique notamment par des segments majeurs de cette industrie, enfin de l'industrie, qui sont des secteurs que l'on évite au maximum aujourd'hui. On pense en particulier à tout ce qui est lié à l'aéronautique, que ce soit les assembleurs type Airbus, desquels on est au minimum très sous-exposé, et puis sinon tous les équipementiers, en particulier aéronautiques. Donc nos portefeuilles ne sont pas exposés aujourd'hui sur Safran par exemple. On avait d'autres équipementiers européens comme Leonardo, qu'on a sorti à contre-cœur, mais ce sont des valeurs sur lesquelles on n'a pas envie d'être exposé aujourd'hui dans le contexte. S'il y a une valeur à citer, il y a beaucoup de résultats américains chez les GAFAM, il y a une valeur high-tech qu'on peut citer quand même? Donc moi, je ne m'occupe pas de marché américain spécifiquement. J'ai vu les résultats de Apple hier, donc c'est toujours des résultats impressionnants, mais là qui ont été un petit peu compliqués. Donc c'est leur impact sur nos marchés en Europe qui seront intéressants à voir. On est exposé à différents segments de la technologie, avec tout ce qui est semi-conducteur, avec ASML ou STM, avec d'autres segments. Et puis il y a une valeur qui s'expose au sens large à la technologie, qui est Prosus. C'est une valeur qu'aujourd'hui on met en avant, et en fait que l'on met en avant depuis presque un an, ou en tout cas depuis le début de l'année. On s'est exposé à ce dossier. Elle n'est pas catégorisée spécifiquement dans les valeurs technologiques, c'est ce qu'on appelle une holding. Néanmoins, c'est un dossier qui est vraiment très important, très intéressant pour nous, car il nous permet, nous en tant qu'Européens, d'être investis sur un titre européen, puisque c'est un titre coté aux Pays-Bas, donc sur Euronext, et qui tire plus des 3/4 de sa valorisation, de la valorisation que l'on anticipe, par son exposition à un titre chinois qui s'appelle Tencent, qui aujourd'hui commence à être bien connu du grand public, qui est le leader chinois de la technologie, des médias, et qui est exposé, donc on connaît WeChat ou certaines thématiques sur lesquelles il s'expose grâce à WeChat, comme les services de paiement, comme évidemment la communication. Et c'est un dossier qui est aujourd'hui encore sous-valorisé, encore sous-coté, et qui pâtit d'une décote que l'on pense, au regard des résultats qu'on a eu récemment et de son comportement cette année, qui a un potentiel qui nous paraît encore très, très intéressant. Merci, voilà, des idées, on comprend mieux. Vous allez en plus vers une simplification du portefeuille chez Myria AM. Nous étions avec Nicolas Budin qui nous a parlé de la gestion action chez Myria AM, et ça nous donne plein d'idées pour se positionner sur le marché. Merci de cet entretien. Merci à vous.